En 5 jours, la tension a cessé d'être un bruit de fond. Ouagadougou exige l'extradition de Paul-Henri Damiba, accusé d'un complot, tandis que Lomé garde un silence glacial et que Paris laisse filtrer un rappel d'accords militaires comme une ligne rouge sur la frontière. Pourquoi trois chiffres? 40 tentatives, 19 officiers, 100 millions CFA transforme-t-il un dossier d'extradition en piège stratégique où Ibrahim Traoré doit défendre la souveraineté sans réveiller les anciens maîtres? Chaque heure sans réponse alourdit la méfiance, et la moindre étincelle peut rallumer le Sahel. Cette enquête promet une chose claire: comprendre comment une crise apparemment limitée devient un test régional. En suivant uniquement les faits rapportés, elle montre ce qui est en jeu pour l'État burkinabé, pour ses forces armées et pour l'équilibre fragile de l'Afrique de l'Ouest. Le bénéfice pour le lecteur est simple: saisir les mécanismes du piège sans slogan ni spéculation. L'enjeu central oppose deux logiques. D'un côté, l'exigence de justice et de souveraineté portée par Ouagadougou après une série de complots meurtriers. De l'autre, la prudence diplomatique, le silence calculé et la menace d'une internationalisation du conflit. Chaque acteur agit sous contrainte, chaque mot pèse plus qu'un mouvement militaire. Ce récit ne cherche pas à accélérer le drame, mais à en mesurer les conséquences concrètes. Car derrière les communiqués, ce sont des familles et d'officiers, des soldats en alerte et des populations inquiètes qui attendent. La question directrice est posée dès maintenant. Jusqu'où tenir sans tomber dans le piège? 40 tentatives d'assassinat recensées, 19 officiers visés en une seule nuit, 100 millions de francs CFA tracés dans des transferts. Ces trois chiffres suffisent à changer l'échelle du dossier. Il ne s'agit plus d'un exil discret, mais d'une architecture de déstabilisation structurée. Pour les services burkinabés, le lien établi entre des officiers en fuite, des intermédiaires itinérants et une cellule dormante à Ouagadougou a fait tomber une première illusion. Paul-Henri Damiba n'était pas isolé, il faisait partie d'une chaîne régionale. C'est dans ce contexte que le pouvoir burkinabé a durci le ton. Après des semaines d'accalmie apparente, les enquêteurs interceptent une série de messages chiffrés reliant le Togo à des relais internes. Les dates concordent avec des aveux obtenus lors d'arrestations à Bobo-Dioulasso. Pour Ibrahim Traoré, ces éléments transforment une menace diffuse en preuve exploitable, mais aussi en dilemme stratégique. Exiger l'extradition, c'est dévoiler l'existence d'une opération de contre-espionnage menée depuis des mois. Se taire, c'est accepter que le silence devienne une arme adverse. Le contexte régional alourdit encore l'équation. Le Sahel sort à peine d'années de violence et de ruptures politiques. Les alliances militaires récentes avec le Mali et le Niger visent à renforcer l'autonomie sécuritaire, mais elles exposent aussi à une lecture internationale plus dure du moindre mouvement. Dans les chancelleries, l'affaire est perçue comme un test. Jusqu'où un État sahélien peut-il aller pour faire valoir sa justice sans provoquer une réaction extérieure? À Ouagadougou, la tension se lit dans les détails. Les conseils restreints se multiplient, les rapports s'empilent et chaque heure sans réponse officielle de Lomé nourrit la suspicion. Le piège n'est pas seulement militaire ou juridique, il est temporel. Attendre peut protéger, mais attendre trop longtemps peut aussi enfermer. C'est cette zone grise entre révélation et retenue que le dossier d'Amiba impose désormais à Ibrahim Traoré. Sur le terrain, la crise cesse rapidement d'être abstraite. Dans les casernes autour de Ouagadougou, les officiers identifiés comme cibles potentielles du complot sont placés sous protection renforcée. Les rondes se densifient, les communications changent de rythme et les visages se ferment. Pour plusieurs familles, la menace n'est plus une rumeur diplomatique, mais une inquiétude quotidienne, faite d'attentes silencieuses et de nuits courtes.
Un officier subalterne, cité par des sources internes, résume ce basculement. L'ennemi n'est plus seulement armé, il est invisible. Les aveux de soldats infiltrés et les éléments financiers dévoilés par l'enquête donnent chair à cette peur. Chaque chiffre évoqué dans les rapports rappelle que la violence projetée visait à décapiter l'armée en une seule nuit, en frappant à la fois sa tête et son moral. Dans les rues, l'impact est plus diffus mais tout aussi réel. Les marchés continuent de fonctionner, mais les conversations reviennent sans cesse sur la même question. Jusqu'où ira cette affaire? Les prières murmurées, les gestes de solidarité et les messages de soutien traduisent une population partagée entre fatigue et fierté. L'image d'Ibrahim Traoré visitant des bases sous la pluie, rapportée par les médias locaux, devient un symbole de proximité plus que de puissance. Ces premiers effets montrent que la crise agit déjà comme un révélateur. Elle met à nu les fragilités internes, mais aussi une attente collective de justice et de retenue. Et l'essentiel est si clair. Avant même toute décision diplomatique ou militaire, le coût humain et psychologique est engagé et il façonne la marge de manœuvre du pouvoir. Tout commence par une phase d'accumulation discrète. Après l'échec sanglant d'un complot visant 19 officiers, le Burkina Faso croit un instant à une accalmie. Les réseaux hostiles semblent désorganisés, la sécurité intérieure renforcée et le pays tente de reprendre son souffle. Mais cette impression ne dure pas. Quelques semaines plus tard, des messages interceptés révèlent Tenangen des connexions persistantes entre d'anciens officiers en exil installés au Togo et des relais actifs à Ouagadougou. Le dossier change de nature. Ce n'est plus un épisode clos, mais une menace latente. La première bascule intervient lorsque les enquêteurs identifient des transferts financiers précis. 100 millions de francs CFA circulent via des intermédiaires suivant un itinéraire cohérent et répété. Les dates concordent avec des aveux recueillis lors d'arrestations ciblées. Pour l'état-major burkinabé, ces éléments constituent un point de non-retour. La décision est prise de sortir du silence et de formaliser une exigence, l'extradition de Paul-Henri Damiba, présenté comme un maillon central du dispositif. À ce stade, Ibrahim Traoré accepte le risque politique d'une exposition publique du dossier. La réaction attendue n'arrive pas. Lomé garde le silence, un mutisme interprété à Ouagadougou comme une stratégie de temporisation. Chaque heure sans réponse alimente la méfiance. Dans les chancelleries, ce vide devient un signal. Derrière les portes closes, les échanges se multiplient et Paris refait surface par un avertissement mesuré mais lourd de sens. La France rappelle l'existence d'accords militaires avec le Togo et d'autres États côtiers, précisant qu'une incursion non autorisée serait perçue comme hostile. En une phrase, une affaire bilatérale se transforme en crise internationale potentielle. La tension monte encore d'un cran lorsque le ministère burkinabé des Affaires étrangères publie officiellement son communiqué. À 8 heures, l'exigence d'extradition est rendue publique. 30 minutes plus tard, aucune réponse. À midi, les médias sahéliens relaient l'information, amplifiant la pression. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit son état-major. Les cartes sont déployées, les scénarios évoqués. Opération limitée, blocus diplomatique, action nocturne. Mais un fil rouge domine les discussions. Éviter le piège d'une réaction précipitée qui offrirait un prétexte légal à une intervention extérieure. Dans l'après-midi, des signaux supplémentaires apparaissent. Des radars français surveillent la frontière nord du Togo, tandis que les alliés du Mali et du Niger passent en alerte. La dimension régionale s'impose. Les soldats attendent dans les casernes, la radio nationale diffuse des messages de calme et de vigilance. Dans les marchés, les habitants prient pour que la crise ne dégénère pas. Le soir venu,
un porte-parole annonce que toutes les voies diplomatiques seront épuisées sans renoncer aux principes. Cette succession rapide d'événements dessine une trajectoire claire. Chaque étape, du renseignement au communiqué officiel, resserre l'étau sans le refermer. La chronologie elle-même devient une arme. Attendre trop peu, c'est provoquer. Attendre trop longtemps, c'est s'enfermer. C'est dans cet équilibre instable que se joue désormais la stratégie d'Ibrahim Traoré. La première base factuelle repose sur un nombre précis, 100 millions de francs CFA. Ce montant, repéré dans plusieurs transferts successifs, sert de point d'ancrage à l'enquête burkinabé. Il ne s'agit pas d'un versement isolé, mais d'une somme fragmentée acheminée par des sociétés écrans et des messagers itinérants. Selon les services de contre-espionnage, cette circulation financière correspond à une logique de rémunération opérationnelle, destinée à activer ou maintenir une cellule dormante. Autrement dit, l'argent ne prouve pas seulement une intention, il indique une organisation. Le deuxième repère chiffré concerne les 19 officiers figurant sur la liste noire du complot. Les rapports internes expliquent que leur élimination simultanée devait paralyser à la fois la chaîne de commandement et le moral de l'armée. Ce chiffre donne une mesure de l'ambition du projet: frapper large, vite et de manière coordonnée. Pour les autorités, cela transforme l'affaire Damiba en menace systémique. On ne parle plus d'une rivalité personnelle ou d'un exil politique, mais d'une tentative de décapitation institutionnelle. Le troisième indicateur est plus lourd encore: 40 tentatives d'assassinat recensées contre Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir. Ce total, décrit comme un record tragique par plusieurs sources sécuritaires, inscrit la crise actuelle dans une continuité. Il montre que les réseaux hostiles n'ont jamais cessé d'opérer, même lorsque la situation semblait stabilisée. La répétition donne ici du sens. Chaque tentative avortée n'est pas un échec isolé, mais un signal de persistance et d'adaptation. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une trajectoire claire. Avant, la menace apparaissait fragmentée, diffuse, presque chaotique. Après leur mise en relation, elle devient lisible: financement, cible, récurrence. Cette lecture, de la base au changement, modifie la posture stratégique. Pour Ibrahim Traoré, publier ces éléments revient à transformer une accusation politique en dossier quasi-judiciaire, tout en exposant le pays à des réactions extérieures. Le calcul est délicat: montrer assez pour convaincre, sans en dire trop pour préserver les sources. Les preuves ne sont pas seulement numériques, elles sont temporelles. Les dates des transferts coïncident avec les déplacements d'intermédiaires arrêtés par la suite. Les aveux obtenus confirment des canaux chiffrés basés hors du territoire burkinabé. Cette concordance renforce la crédibilité du dossier, mais elle rigidifie aussi les positions diplomatiques. Pour Lomé, répondre devient risqué. Pour Paris, le cadre sécuritaire s'impose naturellement. Ainsi, les chiffres jouent un double rôle. À l'intérieur, ils légitiment les faits des Charlie la fermeté et justifient la retenue stratégique. À l'extérieur, ils figent le débat autour d'une question sensible: jusqu'où reconnaître la validité d'un dossier sans s'y impliquer directement? C'est cette tension entre preuve et conséquence qui fait des données un levier, mais aussi un piège potentiel pour Ibrahim Traoré. Deux camps structurent désormais le débat et chacun avance des arguments cohérents. Le premier plaide pour l'action rapide. Selon cette lecture, chaque jour sans réponse affaiblit l'autorité de l'État et prolonge l'humiliation ressentie après des complots répétés. Les partisans de cette ligne rappellent les précédents sécuritaires récents. Attendre trop longtemps face aux groupes armés a souvent permis à l'adversaire de se renforcer. À leurs yeux, l'extradition de Damiba n'est pas seulement une question juridique, mais un symbole. Si un ancien chef militaire accusé de complot peut se soustraire à la justice en se réfugiant chez un voisin, alors la souveraineté proclamée reste théorique. Frapper vite ou au moins menacer crédiblement de le faire
serait une manière de reprendre l'initiative et de dissuader d'autres tentatives. Le second camp défend une stratégie plus lente et plus prudente. Ses partisans reconnaissent la gravité des faits, mais soulignent le risque d'un engrenage régional. Une action unilatérale sur le sol togolais pourrait fournir un prétexte légal à une intervention extérieure, en particulier dans le cadre des accords militaires existants. Selon cette approche, le véritable piège n'est pas l'impunité temporaire de Damiba, mais la transformation d'un dossier d'extradition en crise sécuritaire internationale. La victoire ne se mesurerait pas à l'arrestation immédiate d'un homme, mais à la capacité du Burkina Faso à faire valoir son droit sans retomber dans une dépendance militaire. La réponse du pouvoir tente de tenir compte de ces deux logiques. Ibrahim Traoré ne nie pas la colère de ses officiers ni l'attente populaire de justice. Mais il intègre aussi les leçons d'une histoire récente où chaque faux pas diplomatique a coûté cher. Les éléments chiffrés rendus publics servent alors de compromis, maintenir une pression constante, documentée, tout en évitant l'irréversible. Cette posture vise à déplacer le rapport de force du terrain militaire vers le terrain symbolique et juridique. Le cœur du débat n'est donc pas entre courage et faiblesse, mais entre deux définitions de l'efficacité. Agir vite peut rassurer à court terme, mais exposer à long terme. Attendre peut frustrer, mais préserver des marges. La difficulté pour Ibrahim Traoré est que chaque camp possède une part de vérité et que le temps, encore une fois, agit comme juge silencieux. À ce stade de la crise, il change de nature et devient un instrument stratégique à part entière. Ce qui ressemblait d'abord à une attente prudente se transforme en pression diffuse, ressentie à Ouagadougou comme à Lomé. Chaque non-réponse officielle du Togo est interprétée non seulement comme une esquive, mais comme un calcul destiné à pousser l'adversaire à la faute. Le temps, ici, ne calme rien, il charge l'atmosphère. Ce renversement marque le point médian du récit. La question n'est plus de savoir si les preuves existent, mais comment elles sont utilisées. En choisissant de ne pas escalader immédiatement, Ibrahim Traoré accepte que le silence fasse partie du champ de bataille. Il laisse l'incertitude peser sur les chancelleries tout en montrant qu'il détient des éléments suffisamment solides pour être révélés progressivement. Cette lenteur calculée vise à inverser le rapport de force, transformer l'impatience populaire en vigilance et la menace militaire en dossier politique. Dans les couloirs du pouvoir, cette stratégie est décrite comme une exposition contrôlée, montrer sans tout dire, nommer sans accuser frontalement. Le silence devient alors un langage partagé, compris par les alliés régionaux comme par les observateurs extérieurs. Il signale une limite. Provoquer n'est pas agir et agir sans prétexte reste possible. À partir de ce moment, la crise cesse d'être seulement un enchaînement d'événements. Elle devient un test de maîtrise. Le piège existe toujours, mais il est désormais visible, nommé et partiellement désamorcé par l'attente elle-même. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La crise accélère un resserrement sécuritaire interne. Protection renforcée des officiers visés, révision des protocoles de communication et création de mécanismes dédiés au suivi des ingérences étrangères documentées. Cette réorganisation vise moins à répondre à l'urgence qu'à inscrire la vigilance dans la durée. Elle traduit aussi une volonté politique claire, transformer une menace ponctuelle en levier de refondation silencieuse de l'appareil d'État sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. Pour l'armée, l'impact est à la fois moral et opérationnel. D'un côté, la révélation d'un complot structuré ravive la colère et le sentiment d'humiliation accumulés après des années de violence. De l'autre, la retenue imposée par le pouvoir crée une frustration palpable chez ceux qui prônent l'action rapide. Les soldats restent mobilisés en alerte mais contenus.
Cette tension interne est le prix à payer pour éviter une escalade régionale. Elle repose sur une discipline renforcée et sur la conviction que la patience peut, à terme, produire un avantage stratégique. Du côté de la population, les effets sont plus ambivalents. La peur d'un embrasement cohabite avec une forme de fierté nationale. Dans les marchés et les quartiers populaires, les discussions oscillent entre inquiétude et soutien. Les veillées organisées, les messages diffusés et les images du chef de l'État sur le terrain nourrissent un sentiment d'unité fragile. Beaucoup expriment un refus clair de la guerre, mais aussi une lassitude face à l'idée de reculer une fois de plus. La crise agit ainsi comme un révélateur d'une dignité collective en construction. Au niveau régional, les répercussions dépassent largement le Burkina Faso. Le Mali et le Niger affichent leur appui politique, consolidant l'axe sahélien, tandis que les États côtiers observent avec prudence. Les entreprises étrangères, notamment dans le secteur minier, réagissent par des suspensions temporaires, invoquant l'incertitude diplomatique. Paradoxalement, cette prudence ouvre un espace à des investisseurs régionaux prêts à reprendre certaines activités. Le risque crée ici un début de solidarité économique. Ces conséquences croisées montrent que la crise ne se limite pas à un bras de fer diplomatique. Elle redéfinit des équilibres internes, teste la cohésion sociale et recompose les rapports régionaux. Le dossier d'Amiba devient ainsi un prisme à travers lequel se lisent les choix d'un pays et la marge de manœuvre réelle d'Ibrahim Traoré face à un environnement contraint. Dans une première évolution possible, la dynamique actuelle se prolonge. Les négociations diplomatiques s'étirent sans rupture ni avancée décisive. Le Togo maintient une posture de neutralité prudente, invoquant des procédures juridiques longues. La France conserve un rôle d'observateur vigilant, rappelant ses accords sans les activer. Le Burkina Faso, de son côté, consolide ses alliances avec le Mali et le Niger et renforce sa sécurité intérieure. Le dossier d'Amiba s'enlise, mais la stabilité interne est préservée. C'est une forme de guerre froide sahélienne où chaque communiqué pèse plus qu'un mouvement de troupes. Un scénario optimiste repose sur une inflexion politique. Sous la pression de l'opinion publique régionale et des partenaires de l'Alliance des États du Sahel, Lomé accepte de coopérer. L'extradition a lieu, suivie d'un procès public présenté comme un acte de souveraineté judiciaire. Dans cette configuration, la crise se transforme en précédent continental. Elle montrerait qu'un État sahélien peut obtenir justice sans recourir à la force. Pour Ibrahim Traoré, ce serait un gain de légitimité durable, fondé sur la capacité à canaliser la colère et à l'inscrire dans des institutions. Un scénario pessimiste, enfin, tient à peu de choses. Un incident frontalier, mal interprété, un tir isolé, un drone mal identifié, suffirait à rompre l'équilibre. Les accords de défense seraient alors activés et une confrontation indirecte deviendrait possible. La fracture serait multiple, diplomatique, économique et symbolique. Le piège redouté se refermerait, coûtant au Sahel non seulement des vies, mais aussi des années d'efforts pour s'émanciper. Face à ces trajectoires, une manière utile de lire la situation s'impose. Il ne s'agit pas de prédire l'issue, mais d'observer les signaux faibles. Le rythme des communiqués, la nature des médiations discrètes, la cohésion interne. La question clé n'est pas quel scénario l'emportera, mais quel degré de maîtrise permettra d'éviter que le pire ne s'impose par accident. Pour le citoyen ordinaire, la crise se vit loin des communiqués officiels. Elle s'insinue dans les gestes quotidiens, dans les discussions répétées et dans une fatigue accumulée depuis des années d'instabilité. Les parents s'inquiètent pour leurs enfants en uniforme. Les commerçants redoutent une nouvelle fermeture des routes et les enseignants tentent d'expliquer à leurs élèves pourquoi le mot patience
revient si souvent dans les discours publics. Cette tension diffuse ne fait pas de bruit, mais elle façonne la perception collective de l'avenir. Une partie de la population soutient clairement la ligne de fermeté. Pour elle, chaque silence étranger rappelle des décennies de décisions imposées de l'extérieur. Attendre encore est vécu comme un risque moral, celui de banaliser l'ingérence. D'autres, plus discrets, craignent surtout le retour d'un chaos ouvert. Leur expérience des conflits passés nourrit une prudence presque instinctive. Ils ne contestent pas la légitimité de la justice, mais redoutent le prix humain d'une escalade incontrôlée. Entre ces deux sensibilités, le discours officiel cherche un point d'équilibre. En insistant sur la retenue stratégique, Ibrahim Traoré tente de transformer une attente anxieuse en attente consciente. Le message implicite est simple. La dignité ne se mesure pas à la vitesse de la réaction, mais à la capacité de tenir sans se renier. Cette approche parle particulièrement à une jeunesse partagée entre impatience et lucidité. Pour le spectateur, l'enjeu est moins géopolitique qu'existentiel. Il s'agit de comprendre comment un pays apprend à se protéger sans se durcir et comment une société accepte l'incertitude comme prix provisoire de son autonomie. La crise devient alors un miroir. Elle interroge la manière dont chacun définit la résistance, non comme un cri, mais comme une endurance collective. D'abord, une diplomatie persistante s'impose. Multiplier les canaux officiels et indirects permet de réduire l'ambiguïté et de forcer une réponse formelle. Chaque note verbale, chaque échange consigné devient une pièce du dossier. L'objectif n'est pas l'effet d'annonce, mais l'accumulation patiente de preuves d'effort. Dans ce cadre, le silence adverse cesse d'être neutre. Il se transforme en signal exploitable sur le plan politique et juridique. Ensuite, la transparence contrôlée devient essentielle. Publier progressivement des éléments vérifiables, sans surenchère médiatique, vise à déplacer le débat vers les faits. Montrer les flux financiers, les dates concordantes et les aveux enregistrés permet de crédibiliser la demande d'extradition sans exposer les sources sensibles. Pour Ibrahim Traoré, cette méthode sert un double but: convaincre l'opinion interne et rendre plus coûteuse toute contestation externe du dossier. Puis, la souveraineté opérationnelle devient un axe décisif. Renforcer la coopération sécuritaire au sein de l'Alliance des États du Sahel, mutualiser le renseignement et développer des capacités logistiques internes réduisent la dépendance aux appuis extérieurs. Cette consolidation n'est pas une menace mais un filet de sécurité. Elle vise à dissuader toute tentative d'intimidation sans créer de prétexte à l'intervention. Vient ensuite la mobilisation civique encadrée. Encourager les citoyens à documenter les ingérences, à soutenir les institutions sans appel à la violence, transforme la vigilance en ressource collective. Une population informée vaut mieux qu'une colère incontrôlée. Enfin, l'unité narrative complète le dispositif. Parler d'une seule voix au Burkina Faso comme au sein de l'AES réduit les angles morts diplomatiques. Ce plan n'offre pas de victoire rapide. Il propose une sortie par la cohérence où chaque pas limite les risques d'escalade tout en maintenant la pression. La question reste ouverte. Cette lenteur maîtrisée suffira-t-elle à désamorcer le piège sans renoncer à la justice? Le récit revient alors à une image simple déjà aperçue plus tôt. Un chef d'État marchant lentement au milieu de ses soldats sous une pluie fine, sans mise en scène excessive. Cette scène, souvent reprise, concentre l'essentiel du moment politique. Elle ne montre ni victoire ni défaite, mais une présence continue. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré incarne moins un pouvoir spectaculaire qu'une endurance partagée, façonnée par la répétition des menaces et la nécessité de tenir. Cette crise a révélé une chose essentielle.
La souveraineté ne se joue pas seulement dans des décisions éclatantes, mais dans la capacité à absorber la pression sans se fracturer. Survivre à 40 tentatives, affronter des complots documentés et résister à des silences calculés construit une légitimité particulière, fragile mais réelle. Elle repose sur la cohérence entre les paroles et les gestes, entre la fermeté affichée et la retenue assumée. Dans les rues, les portraits accrochés au mur, parfois fleuris, parfois annotés, racontent cette attente. Les citoyens ne demandent pas un chef invincible, mais un dirigeant capable de rester debout quand l'issue demeure incertaine. La fatigue collective n'efface pas l'espoir, elle le rend plus exigeant. Chaque jour sans explosion devient une petite victoire invisible. Le motif final n'est donc pas celui de la confrontation, mais de la persévérance. Dans un environnement où le piège est réel et la tentation de la force permanente, tenir devient un acte politique. Et c'est peut-être là que se loge la phrase qui résume tout. La dignité ne s'impose pas par le bruit, elle se construit dans la durée. La crise évoquée ici dépasse largement un dossier d'extradition ou un affrontement diplomatique ponctuel. Elle touche à une question plus vaste, presque universelle. Comment une société jeune, exposée et vulnérable redéfinit-elle sa dignité dans un monde où chaque décision est scrutée, interprétée et parfois instrumentalisée? Le Burkina Faso n'est pas seul dans cette interrogation. Beaucoup de pays observent, comparent et tirent des leçons silencieuses de cette séquence. Ce récit n'invite pas à choisir un camp, mais à réfléchir aux mécanismes à l'œuvre. Le silence peut-il devenir une force politique? La lenteur peut-elle être une stratégie face à des pressions plus puissantes? Et jusqu'où une souveraineté peut-elle être défendue sans basculer dans la confrontation ouverte? Ces questions ne concernent pas uniquement l'Afrique de l'Ouest, elles résonnent dans toute région confrontée à des rapports de force asymétriques. Pour le lecteur, l'enjeu est aussi personnel. Comprendre ces dynamiques, c'est affiner son regard sur l'actualité, dépasser les réactions immédiates et interroger les récits simplifiés. Le débat reste ouvert et il gagne à être nourri par des échanges calmes et informés. À votre tour maintenant, face à un piège visible mais non refermé, choisiriez-vous la patience comme arme principale ou verriez-vous dans l'attente un risque trop lourd à porter?